Les oiseaux d'hiver à Verdun. Premièrement, je peux très rapidement me présenter. Moi, je suis un ornithologue, je ne suis pas un biologiste, pas du tout. J'ai passé ma vie à travailler en administration. Je fais ça plus par goût, par passion. L'ornithologie, j'ai commencé ça, je cherchais justement pour les fins d'histoire. Isabelle Lessard, c'est un petit clin d'œil que je te fais en même temps. J'ai commencé à faire de l'ornithologie en 1981. Je m'en suis rappelé parce que j'ai encore mon livre, le premier livre que j'ai acheté, c'était un Broquet de 1981. Et deux, j'étais allé assister à des cours d'observation d'oiseaux. Ils avaient donné des cours dans le cadre des belles soirées. Et j'ai encore gardé mes petits guides là-dessus. Et je peux dire en même temps que je suis un ornithologue amateur qui est demeuré très amateur encore. Je n'ai pas du tout la compétence que même M. Lacoste, qui en a plus que moi, mais par contre, je dis encore un petit bonjour. J'ai à mes membres de la SBM qui sont à l'écoute, certains ont beaucoup plus d'expérience que moi, mais comme je dis, moi, je fais ça parce que je m'amuse, parce que je fais ça aussi, par exemple, les plantes sauvages. Rapidement, les oiseaux d'hiver à Verdun, je suis allé, premièrement, pour les gens qui s'intéressent, pourtant qu'on l'a, ça s'appelle eBird Québec. On peut aller voir les observations qui se font un peu partout au Québec et vous pouvez y aller aussi par site, par ville. Comme si, exemple, vous allez à Verdun, pour voir à Verdun, juste un petit cas, si vous allez sur le site eBird, vous allez indiquer Explorer. Dans Explorer, en bas, vous allez à droite, vous allez marquer Montréal. Et ensuite, vous allez voir à Montréal, un peu plus bas dans la page en bas, des sites à l'observer. Et vous allez cliquer un peu, il y en a 10 ou 11 qui sont affichés. Mais dans la deuxième liste que vous allez avoir, le parc O'Reilly, qui est le numéro 14 en passant, pour voir ça. Dans le parc O'Reilly, à l'hiver, on a observé environ une cinquantaine d'espèces. Donc, parmi ces 50 espèces-là, avec Laurent Rousseau de la Maison de l'Environnement, on a choisi 11 espèces. Majoritairement, c'est les plus vues, mais aussi, c'est aussi par intérêt des voir. Exemple, il y a des goélands argentés qui ont pu être vus, là, mais pour ceux qui ont des grandes jumelles, là, qui ont été vus souvent, goélands argentés, mais personnellement, je ne l'ai même pas vu, moi, même avec ma lunette d'approche. Donc, en tout cas, les oiseaux, très faciles. Donc, on va commencer. Si vous voyez, évidemment, une petite oie blanche ici et la petite mésange à droite. Premièrement, l'oie des neiges. L'oie des neiges, on fait partie de la famille des Anatidés. Ça, c'est prêt pour les canards, les oies et tout. Vous voyez ici qu'au niveau de la taille, c'est de 63 à 95 cm parce qu'il y a la grande oie des neiges et la petite. Nous, au Québec, ou autre, c'est pas mal la grande oie des neiges qu'on voit. Et celle-ci a été photographiée là, au mois de janvier. L'oie des neiges, ici, vous voyez dans la description, ici, la forme blanche, il y a le corps blanc. Les primaires, ici, c'est la queue noire, et le bec et les pattes roses. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a que c'est la forme sombre. Le corps ici est complètement noir et ils ont la tête blanche, les becs et pattes roses. Pour ceux qui s'amusent ou qui vont, exemple, à des endroits comme Cap-Tourmente et tout, vous allez voir, vous pouvez voir une centaine, 200 oies blanches comme vous voyez là pour une qui est à forme sombre. La voie, je vais vous revenir à la dernière diapositive. Les habitats, c'est la toundra parce qu'ils nichent dans l'Arctique. Les champs de céréales, pour les gens qui se promènent à Baie-du-Fèvre, les agriculteurs aiment moins ça, mais les oies des neiges apprécient beaucoup. Comportement neige dans l'Arctique, la population est estimée actuellement, j'ai corrigé 2 fois, c'est de 700 000 à 800 000. Et cette photo-là a été faite par Fabien Oresco. J'espère qu'il est à l'écoute. Félicitations, Fabien. Et je peux vous dire, cette oie-là, je peux vous dire qu'elle a environ 4 ans et c'est une femelle. Comment on sait ça? Il faut l'écouter jusqu'à la fin, vous allez le savoir. Les bernaches. Évidemment, les bernaches, comme vous voyez ici, ça aussi, les bernaches, les tailles sont beaucoup différentes, là, de 63 à 108 cm.
c'est différent. Et nous, ici, on va voir beaucoup plus la grande bernache, la bernache du Canada, mais la forme la plus grande. Ici, vous voyez une petite famille, là. Il y a toujours ici quelqu'un qui surveille, la petite qui surveille, celle-là surveille, les petits se promènent. Vous voyez, vous en voyez un ici à droite, il y en a un autre ici qui se promène là. Les bernaches, c'est plus un aboiement ou un criement, mais quand je marche sur le long des berges, des fois, on entend un cri de bernache, on s'imagine qu'ils sont 40, puis ils sont seulement 2. Les habitats, c'est des étangs, des lacs, des marais, des champs. Ils s'alimentent principalement de plantes submergées, d'herbacées et de grains. Comportement, quand bientôt on devrait en voir, elles volent en V et crient fréquemment pour demeurer en groupe. La particularité du vol en V, c'est que la première, elle prend, disons, plus, on peut dire, plus de vent que d'autres. Puis si vous êtes attentif, quand vous regardez les volets qui volent en V, vous allez voir qu'ils s'échangent la première place. C'est pour le fait que celui qui est la première en avant, pardon, elle prend plus de vent, donc elle est plus fatiguée, mais il s'échange de place. 2, il crie, mais le cri, c'est surtout pour réussir à demeurer en groupe pour ne pas s'écarter un de l'autre. Et voici, effectivement, vous avez un cri de bernache. Les canards colverts. Les canards colverts ils font également partie de la famille des anatidés. Le canard colvert, c'est un canard barboteur, comme par exemple le canard d'Amérique. Un canard barboteur, c'est que vous allez voir, les canards, c'est que, évidemment, il ne plonge pas, mais la tête va plonger, il va souvent manger des plantes là, qui sortent à peine de l'eau, mais ils vont se nourrir de plantes. Ici, je lis l'alimentation des plantes aquatiques. Et ils vont voir comme bon, le derrière en l'air. Ici, description, c'est important. Ici, il y a le mâle que vous voyez. Le mâle, il y a la tête verte, le collier blanc. Ici, vous voyez le bec jaune. Puis ici, la poitrine marron. Ici, vous voyez 3 femelles. On dit qu'ils sont bruns mouchetés. Ils ont ici le bec orangé avec une tache noire. Et ici, en particulier, comme ici, on la voit un peu, regardez, il y a un miroir, mais ici, on le voit très bien. Ils ont un miroir à l'aile bleu, on appelle le miroir bleu, bordé de blanc. Mais quand vous voyez la femelle, elle va falloir qu'elle bouge un peu l'épaule pour que vous puissiez la voir, mais je veux dire, c'est un moyen de bien l'identifier. Et la femelle colvert, j'ai déjà écrit une capsule, les gens pourront aller voir les capsules là-dessus, mais la femelle élève ses oisillons seuls. C'est que le mâle quitte assez rapidement, mais par contre, il faut comprendre que les mâles vont muer plus vite, plus rapidement que les femelles. Et quand les mâles muent, à un moment donné, ils perdent leur plume de vol. À ce moment-là, ils se camouflent, puis il faut qu'ils sont plus ensemble. Garrot à œil d'or. On a entendu un coin-coin, je pense. Hein? C'est organisé, notre affaire. Hein? Et voilà. Ça, c'est une femelle, je crois qu'on entend dans ce canard. Ici, les garrots à œil d'or, c'est des canards plongeurs. Donc, les canards plongeurs, évidemment, ils disparaissent sur l'eau. Canards plongeurs, comme vous voyez ici, dans l'alimentation, ils vont manger surtout des poissons, des crustacés, des mollusques. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que, merci à Daniel Labrun, c'était pas facile vraiment de trouver une photo où on peut voir les deux en même temps. Mais ici, vous voyez à droite, c'est le mâle. Ici, il y a la tête verte. Ici, il y a un petit croissant blanc qui est là. Et ici, il y a le dos noir. Tantôt, M. Lacoste, il parlait du garrot d'Islande. Garrot d'Islande, ici, il va y avoir comme une demi-lune qui est là. Mais avoir une photo, c'est pas mal plus difficile. Ici, la femelle, vous voyez la femelle ici, elle a la tête brune, elle a le dos noir. Ici, elle a un rond blanc. Ici, elle a le petit bec. Ici, elle a un collier, mais qui est difficile à voir. Donc, les habitats, les fleuves, rivières, les garrots à œil d'or, je regardais à un moment donné sur le site d'eBird, ils en ont vu des fois 150, 300, 400. Là, moi, j'en ai vu régulièrement des garrots à œil d'or. Mais même avec les jumelles, on est quand même capable d'en voir quelques-uns. Mais c'est sûr, pour en voir 106, ça prend des lunettes. Mais c'est l'oiseau qui a été particulièrement, il est encore tout présent pendant tout l'hiver quand on regarde sur l'eau.
ce qui est particulier, c'est vrai pour tous les canards plongeurs. Les canards plongeurs, vous savez, si on va regarder un canard colvert, on revient tantôt au colvert, le colvert, il va monter, pour voler, il va monter un peu comme un hélicoptère, plus ou moins. Mais le canard plongeur, ils ont les pattes, ils sont capables de plonger, mais leurs pattes sont situées un petit peu vers l'arrière. Puis le fait qu'ils sont capables, sont allés vers l'arrière, bien, pour réussir à prendre leur envol, il faut qu'ils courent sur l'eau. Ils courent sur l'eau comme un peu un avion là, qui court. C'est amusant. Ici, ça, merci à mon ami Richard Villet. Ici, c'est le garrot à œil d'or qui est en parade nuptiale. On dit que la parade nuptiale du garrot à œil d'or, c'est une des plus spectaculaires qu'il peut avoir. Fait que vous voyez sur la première photo ici, j'avais marqué le texte, là, mais le garrot penche d'abord la tête en arrière, en avant, loin, vers l'arrière, en soulevant la poitrine. Puis vous voyez, il bat des ailes, si vous pouvez voir ici, un petit peu d'eau ici qui bouge. Et ensuite, il ramène la tête vers l'avant, en tendant le cou, ici, le bec pointé vers le ciel, en émettant un cri. Fait que ça, j'ai été très content quand j'ai pu avoir ces photos-là. Ici, j'ai mis ma source, c'est Les oiseaux nicheurs du Québec, 1995, qui n'est plus disponible, évidemment. Et ça, je l'ai pris textuellement, là, mais c'est exactement le texte qui était inscrit dans là. C'est pour ça que je l'ai mis de cette façon-là. Un autre canard plongeur qui fait toujours la famille des Atidés. Ce canard plongeur, il y en a d'autres aussi, le harle couronné, le harle huppé. C'est deux qu'on peut voir, pas nécessairement l'hiver, mais c'est deux canards qu'on voit quand même assez aisément. Des fois, un petit peu plus vers le parc des Rapides. Le harle couronné, je n'ai pas des photos évidemment, là, mais allez voir un moment donné sur Internet, le harle couronné, c'est superbe. Le harle huppé, il ressemble un petit peu, mais la huppe est plus vers l'arrière. Ici, vous avez deux femelles. Les femelles, ici, ils ont le corps gris, ils ont la tête rousse et le bec et les pattes rouges ici, par rapport à ça. Et tandis que le mâle, il va être au prochain, mais je veux vous dire que, bon, les habitats, on le voit dans les lacs, étangs, fleuves, hiver. Il mange surtout des poissons, des mollusques, mais ce qui est particulier, c'est que le grand harle, il a un bec un petit peu dentelé. Et le fait qu'il est dentelé, bien, quand il attrape des poissons, évidemment, il claque sur le poisson, puis le poisson peut même, vous savez comme moi, qu'un poisson qui sort de l'eau, ça sera assez glissant. Mais le grand harle, avec ses petits dentelés, ça lui permet de tenir plus facilement le poisson. Et pour la parade nuptiale chez les grands harles, ce qui est particulier, les deux y participent par de nombreuses poursuites aériennes et aussi un gambade, si on veut, sur l'eau. À la prochaine, vous allez voir une magnifique photo au vol, mais ça, c'est celle du grand harle. On voit pas très bien le vert, là, mais normalement, ici, la tête est tout de même verte. Le goéland marin. Le goéland marin, cet hiver, moi, j'en ai vu beaucoup. Je ne me souvenais pas d'en avoir vu autant, là, mais j'en ai vu plusieurs à l'hiver, pas mal régulièrement. Là, ça, c'est de la famille des laridés, comme les mouettes ou les sternes. Le goéland marin, 76, c'est le plus grand et le plus corpulent des goélands. Nous, ce qu'on voit là, dans les, je vais dire évidemment, dans les exemples, dans les McDonald's, vous allez voir le goéland bec-cerclé. Le goéland bec-cerclé, il va avoir ici sa petite tache noire. Évidemment, ça, c'est gris. Mais le goéland bec-cerclé, il a 42 cm. Fait que lui, 76 cm. Fait que vous savez, comme moi, ça fait à peu près 50 fait qu'il est beaucoup plus gros. Et comme vous voyez, bon, il y a le corps blanc, puis ici, les ailes noires. Évidemment, il est surtout sur les côtes qu'on voit dans l'estuaire, mais comme je veux dire, on l'a vu souvent. Sa nourriture, les organismes marins, les animaux végétaux, déchets, mais même de la charogne. Et c'est un prédateur redoutable. Je lisais même dans un des atlas nicheurs que pour ceux que les gens qui, ben, le picard à tête blanche, là, il y en a qui vont dire l'aigle à tête blanche, mais le goéland marin, ils ont déjà vu quand même attaquer le pirogue à tête blanche, mais quand même, il est très massif.
le goéland marin qu'on vient d'entendre. Il a passé ici, juste près de ma fenêtre, là. Ici, vous avez le pic mineur. Le pic mineur, la famille des Piscidés, mais il y a aussi le pic chevelu, pic flamboyant. Il y en a d'autres, j'en ai cité juste deux. Il y a 16 cm. Le pic mineur, c'est le plus petit des pics qu'on a au Québec. Comme vous voyez, il y a la poitrine blanche, il y a les ailes noires ici tachetées de blanc, et il y a le bec court. Il y a un autre pic qui ressemble beaucoup à ça, c'est le pic chevelu. Et le pic chevelu, la différence, il est un peu plus gros, mais il y a le bec ici un peu plus grand. Et cet hiver, moi, le pic mineur, je l'ai vu régulièrement. Et même, il m'a salué la semaine dernière. Là, je l'ai vu. Je n'ai pas vu un mâle, parce que comme vous voyez ici, le mâle, il a la tache rouge. Mais j'ai vu une femelle. C'est l'oreille attentive de ma conjointe qui l'a entendu et qui l'a vu, parce que moi, je ne l'avais pas avec mon capuchon, ma tuque, je n'ai jamais vu ça. Ici, l'alimentation, les chenilles, éphémères, papillons, ça va être beaucoup plus fréquemment à l'été. À l'été, quand que les petits sont nés, parce que les petits ils mangent pas mal. Donc, ça se nourrit plus d'insectes. Puis, comme vous voyez, les insectes ont des protéines, il y a plus de protéines. L'hiver, ils continuent à manger. Ils vont manger des insectes xylophages. C'est pour les gens, là, les mots croisés, souvenez-vous-en. Mais c'est des insectes qui se trouvent plus à l'écorce. Et pour les amateurs qui ont des, comme ma nièce Isabelle, qui est à l'écoute sûrement, ici, Daniel, c'est son chum, Daniel Lemay. Je fais des histoires de famille, là, mais j'en profite, c'est moi qui parle. Fait que ici, ce que je voulais dire, c'est ça que pour les graines de tournesol, le pic mineur, il va prendre la graine de tournesol, il va la tenir dans ses pattes, puis à partir de ses pattes, il va venir briser la graine de tournesol. Le comportement, ce n'est pas le seul, la parade des pics. Ils tambourinent sur un arbre creux ou encore sur un autre objet pour faire du bruit. Et moi, je suis membre de la Société de biologie de Montréal. Puis récemment, l'année dernière, il y a une dame qui m'a appelé parce qu'il y a un pic qui tambourinait sur sa maison. Il y avait de la tôle. Puis elle se demandait comment s'en débarrasser et tout. Mais le principe, c'est que c'est assez difficile. Le pic, à un moment donné, va arrêter, mais le pic, le principe, il veut faire le plus de bruit possible pour deux raisons. Un, le pic, il va pour attirer la femelle. Deux, il va dire, c'est moi qui est là, c'est moi qui est dans le territoire. Mais pour les gens qui ont des parce que le pic, il est à 6 heures du matin, il peut taper sur un poteau de métal et si ça a l'air que ça dérange un peu. Ici, vous avez du pic, justement, mineur, une femelle ici à gauche qui est en train de nourrir son petit. Puis c'est ce que je disais tantôt, là, ils vont surtout aussi, la femelle, ils vont chercher des insectes qui sont faciles, comme exemple des chenilles ou autres, des éphémères à attraper pour favoriser la croissance, justement, de ces petits affamés. La corneille d'Amérique, qui n'est pas aimée par tout le monde, mais elle fait partie des corvidés. Les corvidés sont prétendus pour être parmi les oiseaux les plus intelligents. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai écrit une capsule d'ailleurs récemment sur les corvidés. Les jets bleus et les grands corbeaux aussi font partie de la même famille. La taille, c'est le mâle et la femelle, 43-53 cm. Le grand corbeau est semblable, mais le grand corbeau est pas mal plus gros. Et il y a une voix plus rauque, je pourrais dire comme ça. Les habitats, c'est les forêts, les fermes, les champs, les bosquets riverains. La nidification sont monogames et un couple de corneilles, ils s'unissent par la vie. Ce qu'ils mangent, les corneilles, oui, amphibiens, poissons, les œufs et oisillons. C'est que vous pouvez voir des fois des petits oiseaux, des étourneaux ou autres courir après les corneilles. C'est parce que les corneilles, ils peuvent aller dans les nids d'oiseaux pour aller se gaver d'œufs et même d'oisillons. Et les cadavres d'animaux, vous voyez sur le bord des autoroutes, les corneilles sont assez actives là, pour aller ça, mais c'est correct aussi parce que ça fait partie de la nature. Les corneilles sont grégaires, ils se rassemblent par milliers dans des dortoirs pour y passer la nuit. Il y a eu j'ai lu un article, même à Grimby, il y avait des groupes d'à peu près 20 000 jusqu'à 30 000 corneilles
en groupe. Puis j'ai vu même aux États-Unis, il y a des endroits qui en a eu à peu près une 50aine de 1000. Pour les gens qui se souviennent, là, ça dépend des gens plus vieux comme moi un peu, là. Quand il a vu les films des oiseaux d'Hitchcock, les corneilles en faisaient partie de ce film-là. Puis, si vous voulez vous amuser, allez sur le site Wikipédia, tapez les oiseaux d'Hitchcock. Vous allez voir comment le film a été fait. C'est assez intriguant comment tout ce qui a été réalisé là-dedans. Les mésanges, hein, parmi les oiseaux favoris des gens, c'est comme vous voyez ici la photo d'un bon ami à moi aussi, François Artaud. Une plus belle photo que ça, c'est difficile à faire. Hein? Donc, la famille, elle fait partie de la famille des baridés. Il y a aussi la mésange bicolore qui est très intéressante à voir, mais qui est quand même plus difficile à voir. Et la mésange, comme vous voyez ici, elle a la joue blanche, elle a la gorge et la tête noire, puis les flancs de couleur chamois. Et elle a un chant que je ne suis pas capable. Elle a deux, il y en a qui c'est un des chants de la mésange. Et aussi le chickadee, que je ne suis pas capable de vous imiter, mais le chickadee, si vous remarquez ici, le nom anglais, c'est Black Cap Chickadee. Fait que ça vient de là pour son nom anglophone. Elle a une variété quand même. Elle mange des insectes, les cônes de conifères. Elle reste pas mal ici l'hiver, évidemment, des petits fruits, des œufs et des larves d'insectes. Comportement, bien évidemment, les mésanges sont quand même... la mésange à tête noire est très active et curieuse. Puis, évidemment, pour le bénéfice de beaucoup de marcheurs, hein, elle nous accompagne souvent là, au niveau dans la forêt. Même, elle vient facilement nous manger dans la main. La citelle à poitrine blanche, qui a fait partie de la famille des citidés, comme sa cousine, la citelle à poitrine rousse. C'est la famille, il y a seulement les citelles qui font partie de cette famille-là. Ici, de 13 à 15 cm. Elle a ici, comme vous voyez, la poitrine blanche, le dessus gris-bleu. Ce qui distingue, on le voit bien, et pas bien la femelle, mais ce qui distingue le mâle de la femelle, c'est que le mâle a le capuchon noir et la femelle a le capuchon gris. Et elle a une suite de notes basillards là, sur 1, 1, 1. Je ne suis pas capable de vous imiter ça, là, mais elle est quand même assez... C'est comme un son aussi, un chant un petit peu, on pourrait dire, un petit peu rigolo. Ce qui est particulier, les gens, si vous envoyez, j'en ai vu de temps en temps l'hiver, c'est que pour s'alimenter, la citelle, elle marche, elle descend par ma tête en bas, en réalité, elle descend du tronc, si vous voulez. Pardon, je reviens. Elle va descendre du tronc pour se nourrir. Et ce qui est l'avantage, c'est qu'exemple, un pic, il va picosser à la même place, mais elle se déplace. Puis en se descendant, bien, elle va être en mesure d'aller chercher des insectes que d'autres ne voient pas. Parce qu'évidemment, qui s'amusent, tu sais, c'est des petits insectes qui vont être dans les craques, si vous voulez. Et je ne l'ai pas ici, mais elle a son ami, le grimpero, qui lui fait le contraire, il grimpe par en haut. Puis lui, bien évidemment, c'est le même principe là, de ça. Là. Fait que si vous voyez une citelle et un grimpero en même temps, c'est assez agréable parce que vous en voyez un qui descend, puis vous avez l'autre qui monte à côté. Ici, les tourneaux. Qui ne connaît pas les étourneaux? Ici, je vais vous montrer la photo ici. C'est intéressant parce que les tourneaux, ils changent de plumage à l'hiver, comme vous voyez ici. L'hiver, ici, il est moucheté puis un bec un peu plus foncé. Ça, ici, ça a été pris au mois de mars. Fait que lui, il est entre deux. Il a presque perdu son plumage d'hiver. Ici, les deux qui sont à l'arrière, ce n'est pas une question de mâle, femelle ou jeune, c'est 3 adultes. Mais ici, ils ont perdu leur plumage, quand même leur plumage d'été. Et bientôt, ils vont avoir des reflets violacés. Puis vous voyez, le bec, il va être complètement jaune si vous regardez les étourneaux l'été. Mais ici, son bec n'est pas tout à fait jaune, mais un peu plus tard, il va l'être. L'habitat, bien, évidemment, on en voit pas mal en groupe partout des étourneaux. Et aussi, c'est un oiseau assez grégaire. Parfois, mais c'est ainsi que des fois, vous voyez une groupe de 10-15 étourneaux là, qui virevoltent en rond. Là. Vous avez la chance d'en voir. Et ici, c'est le clou de ma soirée. Ici, Loi des neiges que vous avez vu en premier, qui a été pris, la photo a été prise par Fabien Oresco, elle était baguée.
Et donc, je l'ai indiqué ici, qu'elle a été photographiée par Fabien Oresco le 15 janvier 2021, était baguée. Et Fabien, ce qu'a fait, Fabien et Lionel Oresco, par son père, ils ont fait parvenir, ils ont obtenu un certificat d'appréciation du Service canadien de la faune attestant que l'oiseau a été bagué le 8 juillet 2017. Et vous voyez, c'est pour ça que je disais que c'est une femelle, puis elle avait 4 ans, parce qu'en 2017, et elle est trop jeune pour voler. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle était baguée à l'île Bilot, à l'île Nahlin Bilot. Bilot, ça a été un navigateur là, qui a découvert l'Arctique au 17e siècle, là, quelque chose comme ça. Puis elle a été donc au Nunavut. Puis si vous voyez ici la petite carte, c'est mon dernier truc, là, mais ici, vous voyez en bas, qui est en vert, c'est l'ère d'hivernage. Actuellement, les bernaches sont ici. On arrive à peu près en Caroline du Nord. Ils sont là, évidemment, pour se nourrir. Et ensuite, ils vont faire la migration. Ils vont voler ici. Puis voler, bon, ben là, on est au Québec. Ils vont monter, exemple, et là, maintenant, on dit qu'ils montent un petit peu par le Richelieu. Ensuite, par le fleuve Saint-Laurent, ils vont aller vers l'est. Ils vont suivre le fait, puis les gens qui connaissent ça, ils vont aller, exemple, à Cap-Tourmente. Et ensuite, ils montent, ils montent, ils montent. Puis tantôt, quand je vous parlais, l'île Bilot, la Lune, c'est dans ce coin-là, ici, à peu près. Fait que tout ça pour dire que la loi des neiges, elle se fait un parcours en tout et partout de 4000 km par année environ. Fait que c'est quand même, on appelle ça la grande migration. C'est à peu près tout ce que je voulais ajouter. Non, c'est ça. Écoutez, je vous donne un scoop. Vous êtes, je ne sais pas, tantôt, on était une cinquantaine là, qui écoutaient. Je ne sais pas maintenant, on est à combien. Mais le scoop, ce que je vous dis, c'est que la prochaine capsule qui va être publiée lundi prochain, c'est justement sur Loi des neiges en question. Ce n'est pas un oiseau qu'on voit beaucoup l'hiver, mais de l'avoir quand même à Verdun, ça demeure assez intéressant. C'est ce que j'avais à dire. Merci de votre écoute. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Daniel, pour ce voyage jusqu'au Nunavut. Merci, merci, merci.